Merci Rémi Fureau, merci de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de Paris, membre du groupe socialiste et membre de la commission des finances. On va longuement revenir sur l'état des finances publiques dans quelques instants. Mais d'abord, un mot sur l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine d'abord. Dans l'avion de Berlin, Emmanuel Macron a de nouveau affirmé que peut-être, à un moment donné, il faudra avoir des opérations de terrain en Ukraine. Est-ce qu'il a raison de ne rien exclure et de se préparer à toute éventualité ? Il a raison de ne rien exclure. Il a raison de montrer de la détermination dans la volonté de soutenir l'Ukraine, de dire que la victoire de la Russie qui a lancé cette guerre est absolument inenvisageable. Ensuite, charge à lui de faire attention à la façon de l'exprimer pour que ce soit aussi une forme de pédagogie vis-à-vis des Français pour qu'ils le comprennent, de ne pas offrir des prétextes faciles aux extrêmes qui ne veulent pas de l'engagement de la France, qui ne veulent pas s'opposer à Vladimir Poutine, et je parle par euphémisme, et aussi charge à lui d'être extrêmement vigilant à l'unité européenne, parce que c'est un élément absolument essentiel. Donc bien sûr qu'il y a des tensions au sein de l'Europe, bien sûr qu'il y a des différences entre la France et l'Allemagne, mais moi j'ai été plutôt heureux de voir la réunion qu'il y a eu à Berlin avec le président polonais, le président français, le chancelier allemand, pour pouvoir avancer ensemble et soutenir ensemble l'Ukraine. Ensuite, sur Emmanuel Macron, cela fait maintenant 2 ans que la guerre a été déclenchée par Vladimir Poutine, j'ai envie de dire un peu moins de mots et plus d'armement, plus de livraison d'armement. Raphaël Glucksmann, notre candidat aux Européennes, a dit qu'il fallait passer en économie de guerre. Il faut se préparer à une guerre longue, c'est-à-dire à un soutien très long à l'Ukraine. Plus nous enverrons d'armement, moins le risque de devoir envoyer des militaires européens en Ukraine est fort. Donc concentrons-nous sur l'essentiel. Et d'ailleurs, les socialistes, nous avons voté le plan de soutien à l'Ukraine la semaine dernière au Sénat. C'est cela notre responsabilité d'abord. Vladimir Poutine a été réélu hier largement à la tête de la Russie. Emmanuel Macron n'a toujours pas réagi. Il doit reconnaître ce résultat pour vous ? Bien sûr que non. Ce n'est pas une élection, c'est une mascarade, c'est une élection Potemkin qui a pour but de donner à Vladimir Poutine un semblant de légitimité pour pouvoir faire la seule chose qu'il veut faire, c'est-à-dire continuer la guerre. Et donc non, bien sûr que non, il ne faut pas reconnaître cette élection qui n'en est pas une. Il faut s'en inquiéter. Ça va donner les pouvoirs, enfin en tout cas l'envie à Vladimir Poutine d'aller encore plus loin, selon vous ? Bien sûr qu'il faut s'en inquiéter et qu'il faut s'inquiéter de la volonté, de la détermination de Vladimir Poutine à continuer la guerre, qui est le seul élément sur lequel repose son régime. Mais il faut aussi encourager tous ceux qui, en Russie, lutte pour la démocratie, pour une autre Russie qui ne veulent plus de cette guerre, qui ne veulent plus de ce pouvoir. Ils existent aussi, voilà, les dernières semaines l'ont montré. Il faut que nous sachions aussi être à leur côté, les aider, les encourager. On va parler des finances publiques. Mardi dernier, la Cour des comptes a remis un rapport alarmant et alarmiste sur l'état de nos finances publiques. Vous en avez débattu mercredi après-midi en séance au Sénat. On va voir tout ça avec notre journaliste parlementaire Alexandre Poussat. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Rémi Ferro. Bonjour. Et Alex, comme chaque année, la Cour des comptes a rendu son rapport dans un contexte compliqué pour les finances publiques. Ah oui, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a présenté la semaine dernière aux sénateurs ce rapport annuel, suivi d'un débat dans l'hémicycle. Et ce rapport, il est publié dans une période compliquée pour l'économie, avec une croissance au ralenti et donc des recettes plus faibles que prévues pour l'État. Alors forcément, eh bien, Pierre Moscovici a tiré la sonnette d'alarme. Nous avons, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est le message de la Cour, trop tardé à nous attaquer à la réduction de nos déficits et de notre dette, à la maîtrise de la dépense publique. L'effort à faire est important et même considérable. Nous ne pouvons pas nous y dérober. Il n'est plus possible d'accepter un état aussi dégradé de nos finances publiques, et le faire nous exposerait à de lourdes déconvenues. Alors on le rappelle, le gouvernement a été récemment obligé d'annoncer des coupes budgétaires, moins 10 milliards d'euros pour cette année 2024, moins 20 milliards d'euros pour 2025. Mais pour la gauche, c'est bien beau de baisser les dépenses publiques, mais il faudrait aussi augmenter les impôts des plus riches. Écoutez le communiste Éric Bocquet. Entre avril 2022 et avril 2023, le nombre de milliardaires a augmenté de 7%. Ils sont aujourd'hui au nombre de 2544 dans le monde, selon la banque suisse UBS.
Leur fortune cumulée atteint le chiffre astronomique de 13 000 milliards de dollars. Nous savons un peu mieux où faire porter l'effort sans précédent. Je vous remercie. Et Alex, ce rapport de la Cour des comptes est aussi critique vis-à-vis de l'adaptation de la France au réchauffement climatique. Ah oui, la Cour des comptes estime que les efforts n'ont pas été faits par l'État et par les collectivités locales pour préparer le pays à la hausse des températures. D'abord, notre système de santé n'est pas prêt pour faire face à des canicules. La rénovation des logements pour protéger les bâtiments des fortes chaleurs est au point mort. Les villes françaises sont en retard dans l'adaptation au réchauffement climatique. Et puis, l'érosion du littoral n'est pas du tout anticipée. Alors, la semaine dernière, dans l'hémicycle du Sénat, même la droite s'en est pris au gouvernement sur cette question écologique. Ce rapport annuel pose avec acuité un terrible constat. Si ni nos finances publiques, ni notre stratégie ne sont prêtes à affronter le défi de la transition écologique. Alors, en avril 2022, le candidat Macron avait déclaré « La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas. J'ai le sentiment qu'elle ne l'est pas. Et l'échec final prépare le mot désabusé du général de Gaulle. En France, on ne fait pas de réformes, on ne fait que des révolutions. » Et voilà, beaucoup de chantiers à mener pour le gouvernement. Et d'abord, le chantier de la dette, Rémi Féraud, et des déficits publics. Le gouvernement a annoncé ces dernières semaines des coupes budgétaires pour cette année, également pour 2025, des dizaines de milliards d'euros en moins pour le budget de l'État. La gauche crée au scandale, mais Rémi Féraud, est-ce qu'on a vraiment le choix ? En tout cas, l'année dernière, lorsque le budget a été préparé, le gouvernement, lui, annonçait des dizaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Il annule les propres dépenses qu'il avait programmées à l'automne seulement. On est seulement au mois de mars. Or, en novembre, décembre, la plupart des économistes, des institutions s'accordaient sur la prévision de croissance que le gouvernement admet aujourd'hui. Donc il y a comme ça un stop and go qui est absolument incompréhensible et qui d'ailleurs pose la question démocratique de l'autorisation du Parlement. Ensuite, oui, on a toujours le choix. Le constat de la Cour des comptes est alarmant. Vous me direz, la Cour des comptes est dans son rôle. Mais là, il y a quelque chose de différent par rapport aux années précédentes sur la trajectoire des déficits, de la dette, des prévisions du gouvernement qui ne sont pas réalistes et il faut faire des choix. Ce que dit la gauche, c'est pas il faut absolument augmenter les impôts à toute force. Ce que nous disons, et Éric Bocquet le disait dans le reportage juste avant, c'est qu'on fait un constat. C'est 50 milliards d'euros en moins de recettes fiscales chaque année dues aux mesures prises depuis 2017. Toutes les baisses d'impôts qui ont concerné notamment les plus riches avec la suppression de l'ISF, les revenus du capital avec l'instauration de la flat tax, la suppression de la redevance télé, la suppression des impôts des entreprises pour les collectivités locales, la suppression de la taxe d'habitation. Mais il ne fallait pas les faire ? En tout cas, de faire tout ça, non, il ne fallait pas le faire. Aujourd'hui, ces ressources pour la transition énergétique, pour financer les services publics, elles manquent. Mais la taxe télé, la taxe d'habitation, c'est pas du pouvoir d'achat en plus pour les Français ? Si, bien sûr. Mais c'est aussi des déficits en plus. Et est-ce qu'il fallait aussi supprimer l'ISF ? Est-ce qu'il fallait aussi mettre en place la flat tax, c'est-à-dire un impôt sur les revenus du capital inférieur à l'impôt sur les revenus du travail? C'est cela qu'il faut pouvoir remettre en question progressivement pour avoir une politique équilibrée. Face à cette situation des finances publiques, il faut faire peser les efforts de manière équilibrée. Et vous remettriez en place, vous, la taxe d'habitation et la redevance télé, par exemple ? Je crois qu'aujourd'hui, les choses ne se posent plus comme cela. Non, il est difficile de refaire ce qui a été défait. Mais sur les impôts locaux, bien sûr qu'il faudra s'attaquer à ce chantier pour qu'il soit plus équitable, pour qu'il tienne mieux compte des revenus des personnes, pour que la vie économique aussi contribue au financement des collectivités locales. On parle de la taxe d'habitation parce que les Français la payaient. Mais il y a un impôt qui a été supprimé par le gouvernement, on appelle la CVAE, payée par les entreprises. Ce sont des ressources. Alors certes, c'est compensé par l'État aux collectivités locales, pas toujours parfaitement, mais enfin, ensuite ça pèse dans le déficit de l'État. Il faut aussi comprendre d'où vient cette situation. Elle vient aussi d'une politique qui devait entraîner un ruissellement et qui ne ruisselle pas. C'est aussi un constat d'échec. Mais dans les dépenses, parce que c'est un sondage qui est paru hier dans la Tribune dimanche, 82% des Français disent que pour baisser la dette, il faut surtout baisser les dépenses publiques. Est-ce que c'est votre avis et quelles dépenses on baisse ? Non, je ne crois, ça n'est pas mon avis. Je ne suis pas sûr que si on va ensuite dépense par dépense,
les Français raisonnent comme cela. Je crois qu'ils attendent davantage d'efficacité de l'action publique, en effet. Et il faut savoir choisir des priorités sur les services publics, sur la transition écologique. Peut-être qu'il faut aussi savoir trouver de nouveaux moyens de financement, au plan européen bien sûr, par des fonds dédiés, comme l'a fait le gouvernement avec la politique de relance, France Relance. Il faut que nous puissions trouver de nouveaux outils et intervenir au bon niveau aussi, au niveau européen. C'est là où les élections européennes sont tout à fait passionnantes et déterminantes. Alex, sur les collectivités ? Oui, vous parliez des collectivités locales. Eh bien, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il est prêt à supprimer certaines strates de collectivités locales, notamment pour faire des économies. Est-ce qu'il faut alléger ce millefeuille territorial ? Je crois qu'il y a une mission qu'a lancée le gouvernement pour cela. On en parle beaucoup à chaque fois et on ne réalise souvent rien. Il faut aussi toucher à ces choses avec attention. Les Français sont attachés à leurs communes, à leurs départements, à leurs régions. Il faut pouvoir valoriser les démarches d'intercommunalité, les métropoles. Je crois que ça n'est pas un sujet budgétaire, cette question de millefeuille. Et souvent, c'est l'État qui, sur les territoires, intervient en plus des collectivités locales, alors que les compétences pourraient être celles des collectivités locales. On a besoin de davantage de décentralisation. Bruno Le Maire dit cela pour éviter de poser les vraies questions qu'il devrait se poser à lui comme ministre de l'économie, c'est-à-dire comment faire participer mieux les super profits, les grandes fortunes, les patrimoines, les très gros patrimoines qui gonflent ces derniers mois, ces dernières années, justement comment les faire participer mieux à l'effort du pays. C'est cela dont il ne parle pas. La question du millefeuille territorial doit se régler par la décentralisation et ça n'est pas une question budgétaire, mais une question d'efficacité de l'action publique sur le terrain. Alex, il y a aussi la question des impôts. Oui, justement, vous parliez de ces gros patrimoines. Si on augmente leur fiscalité, est-ce qu'on ne va pas baisser les investissements et ralentir encore plus notre croissance qui est déjà au point mort ? Ça, c'est ce que nous raconte le gouvernement depuis 2017. Sauf que les constats de Bruno Le Maire sont aussi des constats d'échec de sa propre politique. Il propose aujourd'hui de continuer de faire ce qu'il a déjà fait auparavant, alors qu'on avait dit aux Français que ce serait justement un redressement qui permettrait ensuite de redistribuer, de voir le bout du tunnel. Or, c'est un puissant fond, la baisse des impôts et cette politique libérale. D'ailleurs, je crois que Bruno Le Maire parle hier dans son interview d'une volonté de mettre fin à l'État-providence. C'est quand même assez incroyable, juste après une réforme de l'assurance chômage et une réforme des retraites. Et il faut... Il a tort de vouloir mettre fin à l'État-providence ? Tout à fait. Je crois que si on veut inquiéter les Français, les jeter comme ça vers des populistes, eh bien, il faut utiliser ce genre de mots. Les Français, ils ont encaissé la réforme des retraites. Ils subissent aussi un certain nombre de perspectives de déremboursement annoncées par Bruno Le Maire. Ils voient que les services publics ne vont pas bien. Ils voient que les finances publiques, bien sûr, sont en difficulté. Dire comme ça qu'il faut mettre fin à l'État-providence, je pense que ça n'est pas responsable aujourd'hui. Mais est-ce que le gouvernement doit tenir sa promesse de ne pas augmenter les impôts ou pas ? Mais dit de manière générale comme cela, ça ne veut rien dire. Non, je pense qu'il faut qu'il revienne sur sa promesse de ne pas mettre en place une taxation des superprofits des grandes entreprises. Je pense qu'il faut qu'il revienne sur sa promesse de ne pas réinstaurer un ISF qui aille au-delà d'une imposition de la fortune immobilière et que cela concerne aussi l'ensemble du capital, du patrimoine, des gros patrimoines. Donc non, je pense que dit comme cela, c'est tout à fait démagogique et on ne comprend plus rien. Vous avez vu ce que dit Michel Sapin hier, il dit c'est une illusion de penser qu'on pourrait se passer de faire des économies et qu'il suffirait uniquement de taxer les riches. Un effort doit être demandé à tous. Vous partagez ça ? Oui, dans la mesure où il dit qu'il faut une politique équilibrée. Depuis 2017, il n'y a pas une politique équilibrée, la répartition de l'effort n'est pas équilibrée. C'est ce qui a créé comme cela des mouvements. On peut penser évidemment aux Gilets jaunes, à l'opposition à la réforme des retraites, des mouvements de contestation. Il faut retrouver une politique équilibrée où l'effort soit équitablement réparti. Ça me semble absolument déterminant. Mais la trajectoire que donne la Cour des comptes, c'est-à-dire 50 milliards d'économies à trouver d'ici 2027, ça vous paraît le bon chiffre, ça vous paraît réaliste ? C'est peut-être un peu maximisé. Mais en tout cas, je constate que ces 50 milliards correspondent exactement
enfin pas exactement, mais grosso modo, aux baisses d'impôts qui ont été réalisées depuis 2017. Et attention, on va focaliser sur la redevance télé, sur la taxe d'habitation. L'essentiel des baisses d'impôts depuis 2017 ont bénéficié aux plus riches. Alex, pour la première fois, la Cour des comptes, elle s'est attaquée au réchauffement climatique et à l'adaptation face au réchauffement climatique. Oui, effectivement, la France ne serait pas prête pour faire face à ce réchauffement climatique. Selon vous, c'est dû à quoi? C'est la politique d'Emmanuel Macron écologique qui est trop timide? C'est dû à la différence entre les mots et les actes. Entre des mots qui sont forts, une prise de conscience qui est réelle et l'incapacité à mettre sur la table des moyens budgétaires à la hauteur. Et d'ailleurs, dans les 10 milliards en moins, il y a une grande partie qui sont de crédits en moins, il y a une grande partie de cette réduction qui est pour les dispositifs de MaPrimeRénov' ou pour le Fonds vert pour aider les territoires à mettre en œuvre la transition écologique. C'est cette incapacité à faire vraiment des priorités et à s'y tenir. On change de priorité tous les mois. C'est ce qu'a dit les Cours des comptes dans ce rapport. J'entendais Christine Lavarde, elle est membre des Républicains. Nous ne sommes pas du même côté de l'échiquier politique, mais je partage le constat qu'elle faisait tout à l'heure à la tribune du Sénat. Parmi les points du rapport, il y a le fait que les villes ont commencé à s'adapter tardivement justement à ce réchauffement climatique et que Paris est la capitale européenne la plus exposée en cas de canicule. Est-ce que c'est un échec pour Anne Hidalgo qui se dit en pointe sur l'écologie? On n'a pas commencé à s'adapter tardivement. Si Paris est une ville fragile face au réchauffement climatique, ça n'est pas dû à Anne Hidalgo, c'est dû à sa situation géographique, à sa densité, à son urbanisme. Ça, c'est notre héritage. La politique d'Anne Hidalgo, c'est justement d'être très déterminée, très volontariste dans la lutte contre le changement climatique pour adapter la ville et pour que la ville participe aussi à la lutte contre le changement climatique. Ça rencontre parfois des oppositions très vives. Ça l'a parfois rendue incomprise ou impopulaire. C'est elle qui a raison. Ce volontarisme, il est tout à fait nécessaire. Ensuite, les collectivités locales dans leur ensemble, et notamment les villes, elles font des efforts, elles veulent avoir un temps d'avance, elles manquent parfois de moyens budgétaires. C'est là où le gouvernement doit leur donner les marges de manœuvre. Merci Alex, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On continuera à parler des finances publiques et de la fameuse interview de Bruno Le Maire dans le journal du dimanche. Ce sera à suivre dans le club. On va voir l'actualité dans nos régions. Maintenant, Rémi Féraud, elle vous concerne. On va à Rennes. On retrouve Stéphane Beignet. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous, directeur de l'information de TV Rennes. Rémi Féraud, avec plusieurs autres parlementaires, vous avez déposé un recours devant le Conseil d'État contre le maintien de la niche fiscale pour les meublés de tourisme. Et justement, Stéphane, on va parler avec vous de cette pénurie de logements qui touche de nombreuses villes, particulièrement touristiques. Et c'est notamment le cas à Saint-Malo, où la ville tente d'encadrer la location saisonnière. Oui, objectif, éradiquer les super hébergeurs. Il faut dire que cette ville de 50 000 habitants vraiment attire énormément de tourisme. Il y a tout d'abord l'attractivité du travail en Bretagne, principalement aussi en Ille-et-Vilaine où on n'est pas loin du proche et du plein emploi. Mais en ce qui concerne vraiment le tourisme, c'est un véritable fléau. Il y a, même si c'est évidemment une très bonne chose, mais pour se loger, notamment pour les jeunes familles, il y a vraiment grand danger. La situation est tendue. Il faut rappeler qu'il y a plus d'1 million de visiteurs chaque année et que les propriétaires ont eu tendance à partir vraiment dans une offre spéculative avec plusieurs logements vraiment proposés en Airbnb. Et c'est ce que le maire LR, Gilles Lurton, a essayé de contrecarrer en essayant de prendre des mesures, en appliquant déjà des quotas avec un quota de 12,5% par quartier. Il ne faut pas aller au-delà. Et puis également, ça a été encadré en disant, certes, il y a la résidence principale, mais on ne pourra plus mettre au-delà d'un logement par patrimoine, en location Airbnb. Il y a eu évidemment des recours de personnes qui souhaitaient continuer à obtenir des loyers par de l'offre multiple, mais c'est aujourd'hui réellement encadré. Alors, j'ai une question à monsieur le sénateur. J'aimerais savoir, est-ce que l'on pourra arriver à réglementer vraiment un peu partout en France et principalement là où le littoral est important, parce qu'il y a un problème vraiment majeur pour les familles qui aujourd'hui ne peuvent plus venir travailler faute de logement. Je l'espère.
Aujourd'hui, le seul qui s'y oppose, c'est le gouvernement et le président de la République derrière. Parce qu'il y a un véritable consensus politique pour droite-gauche pour avancer sur la réglementation des meublés touristiques, une réglementation bien plus forte, parce qu'en effet, le problème se pose à Paris, dans beaucoup de grandes métropoles. Il se pose aussi sur toute la façade atlantique, dans les zones touristiques, vous le disiez, sur la Bretagne, à La Rochelle, dans le Pays Basque, sur la Côte d'Azur. Je crois que vraiment aujourd'hui, quelle que soit l'étiquette politique des élus locaux, il y a une volonté de faire reculer ce phénomène de Airbnb lorsqu'il prend trop d'ampleur sur un territoire et qu'il devient un véritable problème pour le logement des habitants, des jeunes, y compris de ceux qui travaillent dans le tourisme. Donc oui, je pense que nous allons pouvoir avancer, mais c'est avec, pour le moment, cette détermination du gouvernement à gagner du temps, et en gagnant du temps, en fait, en perdant. Donc nous sommes, on en parlera peut-être de notre action pour mettre en place les mesures fiscales que nous avons votées au budget, mais aussi il y a une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, notamment à l'initiative de notre collègue Iñaki Echaniz, et que nous voulons pouvoir débattre et voter au Sénat pour qu'elle entre en œuvre le plus rapidement possible. Stéphane. Oui, monsieur le sénateur, très concrètement, qu'est-ce que l'on peut réellement faire? Parce que, on le disait, pénurie pour les jeunes ménages, les primo-accédants ne peuvent plus venir. Or, il y a un peu un paradoxe. On se trouve sur des territoires, pas seulement à Saint-Malo et en Bretagne, mais des territoires qui proposent de l'emploi, mais même où des commerçants ne peuvent même plus venir exercer, car il y a vraiment pénurie aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on peut faire? On sait que le logement aujourd'hui pour les présidents de région demeure vraiment l'un des axes principaux de leur gouvernance et de leur politique. Oui, mais ce phénomène de meublé touristique prenant trop d'ampleur vient abonder la crise du logement, donc qui est déjà très forte dans notre pays. Je crois qu'il y a vraiment deux champs d'action. D'une part, d'un point de vue fiscal, mettre fin à ce qu'on appelle la niche fiscale Airbnb pour qu'il ne soit pas plus favorable de louer son logement en meublé touristique courte durée qu'à l'année. Parce que la fiscalité favorise aujourd'hui les locations saisonnières touristiques. C'est absolument incroyable et nous n'arrivons pas à y mettre fin parce que le gouvernement ne veut pas y mettre fin. D'un autre côté, je crois qu'on a besoin de plus de décentralisation, c'est-à-dire de permettre aux maires de mettre en place la réglementation sur les meublés touristiques dans leur commune qui correspondent aux besoins et aux enjeux de leur commune. Donc faire de la différenciation, adapter territoire par territoire. Bien sûr, de permettre aux maires d'adapter les autorisations et la réglementation sur leur commune en fonction de leurs besoins. Ça fait des années à Paris que nous souhaiterions pouvoir bien plus limiter qu'aujourd'hui la capacité de mettre son logement sur Airbnb à l'année ou sur une grande partie de l'année. Nous avons besoin de plus de décentralisation, de plus de capacité des élus à décider avec leur conseil municipal en fonction des besoins de leur territoire. Nous sommes dans un pays trop centralisé et nous avons un président de la République très centralisateur. Donc j'espère que nous allons pouvoir avancer d'un point de vue législatif dans cette année 2024. Tout le monde sait qu'il y en a absolument besoin. Gabriel Attal a dit qu'il y aurait une loi de décentralisation d'ici à la fin de l'année, issue des travaux de la mission d'Éric Woerth. Vous y croyez? Vous croyez que ce serait une vraie loi de décentralisation? Parce qu'elle avait déjà été promise dans le précédent quinquennat. Il y a eu la loi 3DS qui a été beaucoup critiquée par les élus. On jugera sur pièce. On jugera sur pièce, mais je ne suis pas... j'ai pas de confiance a priori. On verra ce qui sortira de ces travaux et la volonté aussi de pouvoir avancer vraiment sur ces questions. Je ne donne pas de blanc-seing. Merci Stéphane. Stéphane, si vous avez une autre question, vous avez eu toutes vos réponses? Toutes. Toutes vos réponses, super. Merci beaucoup Stéphane, merci d'avoir été avec nous, directeur de l'information de TV Rennes. Un mot, puisqu'on a beaucoup parlé des économies, on a un débat dans le club dans quelques instants sur la question du modèle social. Hier, Bruno Le Maire a reparlé de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Est-ce que pour vous, le modèle social tel qu'il existe aujourd'hui, il est en danger? Bien sûr qu'il est en danger, puisque le gouvernement ne le défend pas.
puisqu'il n'est pas non plus conforme à ses propres engagements. Le gouvernement disait qu'il fallait réduire les protections face au chômage lorsque l'emploi redémarrait et faire le contraire lorsque c'était le chômage qui augmentait. Aujourd'hui, on est plutôt dans une légère augmentation du chômage. Or, Bruno Le Maire dit qu'il faut baisser la protection des chômeurs, notamment la durée d'indemnisation. Donc, bien sûr que les Français ont de quoi être inquiets, puisque le gouvernement n'a comme seule réponse au problème des finances publiques que de faire reculer les droits sociaux des Français, qui sont le fruit de leur histoire et aussi de leur cotisation. Alors Gabriel Attal, lui, disait, c'était dans une interview au Parisien, c'était le 11 février dernier, « Je rappelle que la moitié de nos dépenses sont des dépenses sociales. C'est bien normal, car notre système est l'assurance vie des gens qui souffrent. Il est hors de question de l'affaiblir. » Mais il dit aussi que c'est pas parce qu'on dépense que les Français sont plus heureux. Et donc, il en conclut, « J'assume de dire qu'on doit avoir un modèle social plus efficace et moins coûteux. » Est-ce qu'il n'a pas raison ? Dit comme ça, oui, mais ça veut tout dire et rien dire. Je constate qu'il y a des différences entre les expressions des membres du gouvernement. Il y a 2027 qui se prépare, ce qui se distingue. On verra après les élections européennes, mais je pense qu'il faut que nous soyons très vigilants parce que la volonté du gouvernement de revenir en arrière sur certains acquis sociaux sans jamais mettre à contribution les plus riches ou les super profits des entreprises, je pense qu'elle va rester très forte et donc je pense qu'il va falloir aussi être vigilant et se battre. Alors justement, on va parler des européennes puisque vous en parlez. Ce week-end, c'était au tour de la France Insoumise de lancer sa campagne des européennes avec Jean-Luc Mélenchon qui sera à la fin de la liste en place symbolique. Il en fait une élection de mi-mandat, Jean-Luc Mélenchon. L'élection européenne de 2024 prépare l'élection présidentielle de 2027. C'est ce qu'il a dit samedi. Vous partagez cette stratégie ? Absolument pas. Je croyais qu'il était pour la 6e République. Et maintenant, il est dans la présidentielle tout le temps. Bon, c'est pour essayer de redonner un peu de souffle à la liste insoumise dans cette élection européenne. Nous n'avons pas la même vision du monde. Nous ne l'avons pas alors que l'Europe connaît à nouveau la guerre et donc ça n'est pas un clivage secondaire, c'est un clivage essentiel. Mais moi, je suis... Raphaël Glucksmann, il parlait d'un gouffre hier entre vous et la France Insoumise sur cette question de l'Europe. Bien sûr, Raphaël Glucksmann parle vrai. Donc, il a totalement raison. Moi, je constate qu'aujourd'hui, il y a une dynamique autour de Raphaël Glucksmann, quelque chose qui redémarre, qui recommence face à la déception qui existe à l'égard du gouvernement, de la politique d'Emmanuel Macron, face à la menace de l'extrême droite. C'est Raphaël Glucksmann qui prend vraiment à cœur ce combat contre l'extrême droite et contre le populisme qui nous menace et qui menace l'ensemble des pays d'Europe. C'est autour de lui qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc je reste modeste, prudent, mais j'ai aussi envie de dire à toutes celles et ceux de gauche, socialistes, progressistes, humanistes, il y a avec Raphaël Glucksmann et sa liste un chemin, y compris pour changer de majorité au Parlement européen, et puis aussi pour reconstruire la gauche sur les bases à la fois humanistes, sociales et écologistes dont nous avons besoin pour préparer 2027. Mais vous appelez aussi les macronistes de gauche à vous rejoindre, ceux qui ont voté Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 ? Bien sûr que ceux qui ont voté Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle de 2022, il y en a beaucoup qui sont très déçus, qui ne l'ont fait d'ailleurs que par ce qu'on appelle le vote utile, qui l'ont fait par défaut. Là, il y a autour de notre liste avec Raphaël Glucksmann une possibilité, un espoir, et si le score augmente au fur et à mesure de cette campagne, si la dynamique se poursuit, eh bien, je crois que ça fera du bien à la démocratie. Mais quand Valérie Ayé dit que Raphaël Glucksmann et elle, en tout cas son groupe, on vote 90% la même chose au Parlement européen. Oui, au départ, les Insoumis disaient la même chose de Raphaël Glucksmann par rapport à... Franchement, Valérie Ayé ferait mieux de faire sa campagne, mais je constate que, comme beaucoup de candidats, elle se positionne par rapport à Raphaël Glucksmann, par rapport aux sociodémocrates européens. C'est donc bien là que ça se passe. L'objectif pour vous, c'est quoi ? C'est d'arriver en tête des listes de gauche ? C'est d'arriver devant Valérie Ayé ? Il ne faut pas se fixer d'objectifs chiffrés comme cela à 3 mois de l'élection. En tête des listes de gauche, je l'espère. Et ensuite, il ne faut rien s'interdire.
J'espère en tout cas que les Français sauront se saisir de cette élection européenne et pour l'Europe et pour redonner à la démocratie française un peu de souffle, d'esprit positif, d'espoir. Mais vous pensez que ce sera une élection qui se jouera sur les sujets européens? Raphaël Glucksmann tente de le faire, il faut reconnaître ça, d'en faire une élection vraiment européenne, sauf que Marine Le Pen veut en faire une élection de mi-mandat, que Jean-Luc Mélenchon a redit ce week-end que c'était une élection de mi-mandat. Est-ce que du coup, c'est pas ça qui va vous compliquer la tâche? C'est les Français qui en décideront, mais c'est Raphaël Glucksmann qui parle vrai, qui parle d'Europe, qui parle aussi de la vie des citoyens, qui parle aussi de la France. En parlant d'Europe, on parle de la guerre en Ukraine, ça nous concerne directement. On parle d'agriculture, on parle de transition écologique. Non, je crois que c'est vraiment une élection européenne et ça n'est pas une élection purement politicienne, ça n'est pas simplement un sondage grandeur nature. Je crois que les Français sont aussi fatigués de cela. Et donc, Raphaël Glucksmann a raison de faire sa campagne sur l'ensemble des thèmes qui concernent les Français et pas comme une pré-présidentielle. Le fait que Jean-Luc Mélenchon se mette en fin de liste de Manon Aubry, il est à la 80e position l'avant-dernière, est-ce que vous pensez que ça peut donner un élan à la France insoumise? Je ne crois pas. Je ne crois pas que les Français soient dupes de cela. Il avait dit qu'il tournait la page pour lui-même après la dernière présidentielle. Visiblement, ça n'est pas du tout le cas. Ça ne me regarde pas, mais je ne crois pas que le fait de savoir qui est avant-dernier de la liste change l'équation de l'élection, non. Jean-Luc Mélenchon, il a dit qu'il souhaitait que les Français de gauche punissent les autres listes de gauche d'avoir fait liste séparée pour l'échéance européenne. Qu'en dites-vous? Vous voyez où il en est. Il fait campagne contre le reste de la gauche. Il est un facteur d'impuissantement de la gauche. Donc je crois que les électeurs de gauche aujourd'hui n'en sont plus dupes. J'espère que l'élection le montrera le 9 juin. Ce sera plus lui la figure du rassemblement de la gauche, y compris pour la présidentielle de 2027? En aucun cas. En aucun cas, je pense que cela n'est possible. Et en tout cas, en aucun cas, cela n'est souhaitable. Quand Raphaël Glucksmann dit « je suis pour que la gauche se rassemble, mais elle ne se rassemblera pas sur les positions de LFI », est-ce que vous pouvez en être sûr? Et autour de qui elle peut se rassembler si ce n'est pas autour de Jean-Luc Mélenchon? Autour de qui, je ne le sais pas aujourd'hui. Mais Raphaël Glucksmann a entièrement raison. La gauche ne peut pas se rassembler sur une forme d'indulgence vis-à-vis des régimes dictatoriaux, vis-à-vis des impérialismes, vis-à-vis de recul de la démocratie, vis-à-vis d'une vision non universelle des droits humains. Je crois que les derniers mois l'ont montré. C'est vraiment les valeurs que porte Raphaël Glucksmann et aussi les propositions pour l'Europe qui peuvent rassembler la gauche et incarner l'avenir. Merci Rémi Féraud, merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Dans quelques instants, dans une demi-heure, on reparlera de l'élection présidentielle en Russie avec un spécialiste, Antoine Arjakovski, qui va nous rejoindre. Mais d'abord, on va passer au club et on en parlait avec vous, de ce modèle social. Est-il en danger? C'est le débat du club tout de suite.